Voilà, la technique revient. Donc voilà, on arrive à la deuxième et dernière partie de notre Assemblée Générale. Et comme Régis le disait tout à l'heure, nous avons proposé, comme chaque année d'ailleurs, aux différents partis politiques représentés au Parlement wallon de vous rejoindre. Et cette année-ci, on s'est dit, tiens, on va faire un petit débat et les écouter. Le débat sera axé sur trois volets. Hier, on sait ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est là. Donc on repartira un petit peu sur hier. Aujourd'hui, tout à l'heure, Damien, Gaëtan, Benjamin ont parlé de ce qui est sur la table, le microgrids. On a parlé un petit peu de la tarification avec la date du 30 juin. Je ne sais pas, c'est moi, c'est toi, on ne sait pas. Et après, c'est surtout de savoir, et demain, qu'est-ce que vous voyez demain? Gaëtan a tout à l'heure parlé de quelque chose en disant il faut tirer une ligne et avoir quelque chose de clair pour demain. Donc, ici, c'est Xavier, comme tout à l'heure, qui va, ça résonne, hein, qui va mener le débat avec ces messieurs, les présenter, et Damien sera avec eux pour avoir cette touche scientifique. À vous la parole. Allez, on fait une photo même pour la salle avant de commencer. C'est parti. Voilà, la deuxième partie, le grand débat politique. Je vais d'abord présenter tous nos invités. Je commence par ma droite, votre gauche. Il est plutôt à droite qu'à gauche pourtant. Le ministre-président wallon, Willy Borsu. Ça va être délicat le son si c'est comme ça. Bonjour. Qui sera candidat tête de liste et maire au Luxembourg. À ses côtés, Philippe Henry pour Écolo, député wallon actuellement et ancien ministre de l'Environnement. Lui poussera la liste du Parlement wallon dans la circonscription de Liège. À ses côtés, à ma droite directe, donc à votre gauche, à vous, Michael Modric-Amène, le président du Parti populaire. Il sera tête de liste en province du Hainaut pour le Parti populaire. Et je continue. Damien, on ne vous le présente plus, c'est l'homme qu'on appelle dès qu'il y a une panne de courant quelque part dans le pays. Il fait le tour des médias, il nous aidera à un éclairage scientifique dans le débat. Il interviendra, on m'entend toujours, il interviendra dès qu'il entend une bêtise, par exemple, pour essayer de la contredire. À sa gauche, Germain Mugemagango, pardon, je vais avoir du mal, porte-parole francophone du PTB et tête de liste à Charleroi. À ses côtés, Benoît Drez, député wallon également, et il sera dernier suppléant pour le CDH à la Chambre, donc sur la liste fédérale. Et puis, il faut quand même les remercier parce que nos deux derniers invités remplacent un peu au pied levé, on doit le reconnaître, Joëlle Capompolé, qui était la députée socialiste attendue, mais qui nous a donc fait faux bond au dernier moment. Et vous aurez à sa place Patrick Peinars, juste l'avant-dernier, donc si je continue le tour, pour Défi, tête de liste à la régionale dans l'arrondissement de Dinan, Philippeville et actuel conseiller provincial. Et tout au bout, André-Pierre Puget, on ne sait plus trop ce qu'on doit dire d'ailleurs, élu sur les listes du Parti populaire de M. Modric-Amène et aujourd'hui rattaché aux listes d'Estex, mais qui siège comme indépendant au Parlement wallon. Il sera candidat à Liège. Ça, c'était pour les présentations au tour de table. Et donc, on va commencer, sans faire trop long, par le passé. Le but est de parler de l'avenir, mais on doit quand même profiter des gens qui sont là pour faire un petit tour sur le passé. La question va être assez simple. Vous connaissez peut-être toute la série politique. Le débat sur le soutien au photovoltaïque a commencé avec André Antoine aux alentours de 2007, ministre CDH. Il y a eu une succession écolo, Jean-Marc Nollet, PS avec Paul Furlan, puis Christophe Lacroix comme ministre, et aujourd'hui les libéraux avec Jean-Luc Ruc. Je voulais donc simplement poser la question aux anciens, à ceux qui ont eu un de leurs ministres à la barre de l'énergie, de simplement savoir, quand ils voient une salle remplie aujourd'hui de gens, d'une façon ou d'une autre, mécontents, déçus de ce que la politique a fait, s'ils avaient des regrets sur ce que leur parti a accepté, sur l'action qu'ils ont fait. Et bon, pour reprendre simplement dans l'ordre chronologique, je vais peut-être commencer par vous, Benoît Drez. Est-ce que le CDH se dit, le CDH qui à l'origine a créé ce système de Solwatt et qui a donné 7 fois plus de certificats verts pour encourager à investir dans le photovoltaïque résidentiel, est-ce que vous vous dites qu'à refaire, il faudrait changer les choses, ou est-ce que le CDH n'a rien à se reprocher dans ce dossier? Oui, j'ai des regrets. Si c'était à refaire au regard de toute l'évolution du dossier, je ne doute pas un instant qu'à l'origine, on aurait pris davantage de précautions. Il y en avait quand même, mais elles n'ont pas été activées suffisamment rapidement. Il y avait un mécanisme de sécurité dans le dispositif d'André Antoine.
mais on a tardé à l'activer. Il est clair que dans un produit technologique comme les panneaux photovoltaïques, où les prix baissent considérablement et assez rapidement, il fallait adapter très vite l'intervention publique, et aujourd'hui n'est plus nécessaire. Moi, j'ai installé des panneaux l'année passée, dans mes ASBL, j'en installe cette année-ci, et c'est rentable aujourd'hui sans subside. Ce n'était pas du tout le cas au début, mais on aurait dû être plus proactif sur l'adaptation du subside à la réalité du coût des panneaux, certainement. C'est une question qu'on peut poser à Philippe Henry pour embrayer, parce que c'est vrai que quand Jean-Marc Nollet est arrivé avec la casquette du ministre de l'Énergie, il devait réévaluer le système de mémoire début 2011, et on a fini par le réévaluer en octobre 2011, donc 9 mois plus tard, en laissant 2 mois aux gens pour investir dans les panneaux, et c'est là qu'il y a eu une vingtaine de milliers de ménages qui ont fait cet investissement dans le renouvelable. Alors pareil, est-ce que vous, à refaire, Philippe Henry, enfin vous pas personnellement, mais pour votre parti, vous reconnaissez une erreur, ou vous vous dites qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement aujourd'hui, ou alors vous à refaire, vous signez pareil? Bonjour. Évidemment qu'il y aurait fallu faire les choses autrement. Je pense que probablement il aurait fallu, à la constitution du gouvernement PS-CDH écolo en 2009, décider la manière de résoudre ce problème. Parce qu'il faut quand même bien admettre une chose, c'est beaucoup plus difficile de réduire un soutien qui a été prévu que de l'octroyer. Et c'est clair que lorsque le système a été démarré par le ministre Antoine juste avant la législature précédente, c'était en fait pas le moment de soutenir de cette façon-là le photovoltaïque. C'était pas du tout une énergie mûre, ça coûtait très très cher encore à ce moment-là. On en a fait une publicité démesurée. Et après, en fait, Jean-Marc Nollet, quand il est arrivé, tout de suite il a commencé à réduire, parce qu'il a d'abord supprimé la prime. Et puis par la suite, il a supprimé le nombre de certificats verts. Mais à chaque fois qu'il y a eu une diminution, à chaque fois, il y a eu des levées de boucliers, que ce soit dans la population, que ce soit au Parlement, que ce soit dans le gouvernement où moi je siégeais aussi. Et donc, il aurait fallu... Un peu de silence, s'il vous plaît. On va essayer de se respecter, ça va être plus simple comme ça. La parole, me semble-t-il, est libre, vous pourrez contester, mais laissons et écoutons les gens parler. Je n'ai encore rien dit d'autre que les faits. Et donc je reconnais, j'en prends ma part, mais nous n'étions pas les seuls responsables. Il aurait probablement fallu, au moment de la constitution du gouvernement, décider comment ce problème allait être géré, parce qu'effectivement, il s'est amplifié sur quelques semaines. Et moi, j'ai vu au gouvernement wallon comment c'était très compliqué d'avoir un accord entre les trois partis, qu'il y avait de l'obstruction parfois entre ce que disaient les uns et les autres. Le gouvernement fédéral a interagi aussi, donc tous les partis sont impliqués, puisqu'il y a eu à ce moment-là la suppression de la déduction fiscale qui a aussi contribué à l'accélération. Donc voilà, c'est une très mauvaise séquence. J'espère bien qu'on ne revivra plus ça. Admettez que c'est quand même une manière de reconnaître aussi une partie de tort, mais elle est certainement collective. Et on aurait voulu poser la même question à Joël Capompolé pour le PS, mais elle n'est pas là. Je veux donc demander peut-être à Damien Ernst de faire le bilan du passé, en somme. Est-ce qu'on s'est planté royalement en Wallonie ou pas? Je pense en fait que ce que le CDH et Écolo vient de dire, c'était assez juste. Personne ne dit des deux, c'était absolument pas de notre faute. Donc je pense qu'ils ont une vision assez juste du passé. C'est même peut-être la première fois que je les vois communiquer de manière aussi juste là-dessus. Maintenant, où je suis... Non, c'est vrai, ça, il faut le reconnaître. Donc, ils ont fait un effort aussi. Donc maintenant, où je suis d'accord avec Philippe Henry, c'est que probablement on a investi trop tôt, trop rapidement dans la filière photovoltaïque. Allez, des gens qui ont dû faire des emprunts de 30 à 40 000 euros pour placer des panneaux photovoltaïques, c'était de la folie. Hein, et donc ça a créé aussi toute cette génération de gens sans panneaux qui se sont fait arnaquer par des tiers investisseurs. Mais franchement, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment ils ont pu, à un moment donné, au gouvernement wallon, penser que dans un contexte de transition énergétique, il fallait investir 40... Enfin, il ne faut pas des pionniers pour que les autres suivent et que les prix diminuent. C'est pas souvent comme ça, encourager les premiers comportements. Les pionniers. Enfin, on est la Belgique, on est 10 millions d'habitants, il y a 1,6 milliard de Chinois, en fait. Si on avait été des pionniers et qu'on avait en plus développé une industrie dans le photovoltaïque, j'aurais encore dit oui, mais on n'a rien développé, on importe du chinois. Il n'y a même plus de panneaux allemands maintenant. Allez. Donc, c'est pas une question d'être pionnier. À l'époque, ce qu'il aurait fallu, avec tout cet argent mis dans le photovoltaïque, où on avait en plus un mix décarboné, parce que le photovoltaïque, il ne faut pas oublier que c'était pour émettre moins de CO2, mais on avait du nucléaire. À l'époque, on n'avait pas encore de problème avec nos réacteurs nucléaires, ils tournaient super bien, quoi.
Donc on avait un mix décarboné, donc on n'a même pas réduit nos trucs de CO2. Sans doute qu'à l'époque, il fallait un phasage, hein, il fallait beaucoup plus investir, par exemple, dans des pistes cyclables. Ça, c'était bien, des pistes cyclables à l'époque, ça aurait super bien marché. Et puis maintenant, quand la technologie devient plus mûre, là, réinvestir dans le photovoltaïque. Comme ça se fait maintenant, et comme certains le font toujours. Comme maintenant, c'est fait. Donc il ne faut pas être trop en avance sur le marché, sauf si on a des plans économiques, on dit on subsidie une industrie en Belgique, mais on crée des champions économiques, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Allez, on tourne cette page du passé pour parler d'aujourd'hui, parce que je pense que vous vous posez sans doute des questions sur ce qu'il se passe aujourd'hui. On va faire dossier par dossier, et je vous demande vraiment à tous autour de la table de me répondre très simplement. On voudrait connaître la position de votre parti sur les mesures que je vais citer. Est-ce que vous êtes pour et est-ce que vous êtes contre? Et pourquoi, évidemment, en quelques secondes, ce qui nous permettra de développer après le futur et de parler de demain. Premier dossier qui intéresse, à mon avis, une bonne partie des gens qui sont là, c'est le fameux retour de 10 à 15 ans de soutien pour les certificats verts. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, j'entends que vous en avez envie. La question est donc, le gouvernement... C'était entre la transition dans deux gouvernements d'ailleurs. Au début, Jean-Marc Nel et puis Paul Furlan ont pris cette décision de réduire à 10 ans le taux de soutien pour tout qui a mis ses panneaux, je pense, avant décembre 2011. On est aujourd'hui à 10 ans. Monsieur Borsu, je vais commencer par vous, parce qu'on vous a d'ailleurs revu, je pense, en vidéo, en entame d'Assemblée Générale. Vous avez dit, en 2014, vous l'avez répété ici, en arrivant au pouvoir, si le MR est au gouvernement, nous reviendrons à une garantie de 15 ans pour les certificats verts. C'était sur la première. Bon, aujourd'hui... Pardon de vous le dire, mais vous n'y êtes pas encore tout à fait revenu. Alors pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis en cours de route ou est-ce que vous défendez toujours le retour à 15 ans? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, effectivement, la séquence date de l'année 2018 et je ne retire pas un mot de celle-ci. Je n'abandonne jamais un combat et ce combat n'est pas terminé. Il y a un élément extrêmement important qui est que l'Europe doit s'exprimer vers le mois d'octobre, vers le mois de novembre, concernant la façon dont elle va qualifier, si je puis dire, l'ensemble du mécanisme des certificats verts. Pour être très concret, est-ce que ce sera considéré comme une dette ou pas comme une dette par la région wallonne? Donc j'ai toujours indiqué à TPCV que je souhaitais que nous gardions le format de dialogue et de négociation ouvert. Et je peux vous indiquer, et je le fais très très solennellement, mon cher Monsieur Kounas, vraiment, ce dossier-là est un dossier qui est un dossier à propos duquel, jusqu'à ma dernière énergie politique, je me battrai, vous m'entendez, hein, je me battrai pour le retour à ces 15 ans. Et j'ai d'ailleurs noté, j'étais là l'année dernière, j'ai d'ailleurs noté l'année dernière, puisque je viens chaque année, comme vous le savez, j'ai noté l'année dernière que TPCV avait proposé que les 5 dernières années puissent être payées sur une durée de 10 ans, que cette proposition avait été soumise au vote. J'ai aussi un certain nombre de propositions quant à des modalités, mais je les redis, je le redis encore aujourd'hui, je le dirai dans les débats électoraux et je le dirai dans une négociation gouvernementale, une parole reste une parole. Mais juste pour bien comprendre, la question de la dette, ça veut dire que si ces certificats verts sont requalifiés comme dette, alors là, on ne peut pas rendre 15 ans. Et si ce n'est pas le cas, vous êtes pour les 10 ans. En quoi est-ce que le passage de 10 à 15 ans est lié à cette question de la dette? Ça veut dire que votre position change en fonction de la décision de l'Europe? Ma position ne change pas. Par contre, les modalités de cette décision sont tout à fait, et le cas de ces décisions sont tout à fait différents. Ça veut donc dire qu'on ajoutera à la dette wallonne à la fois dans un sens l'ensemble de l'endettement certificat vert, donc celui qui a été organisé à travers les véhicules aujourd'hui en fonction, et à travers le mécanisme de Jean-Luc. 2, on ajoutera également les recettes, qui sont des recettes alors, qui sont les recettes constituées par les contributions tarifaires, la surcharge de 13,81 que l'on retrouve aujourd'hui sur l'ensemble de la consommation. Et donc le modèle est évidemment un modèle qui sera lourdement impacté par cela. Et quand j'évoque des modalités... C'est technique, mais sur le fond... C'est technique, mais particulièrement important. Hein. On parle de plusieurs milliards d'euros. Donc quand j'évoque les modalités, vous aviez vous-même évoqué une modalité qui était très importante, qui était de dire, et c'était un pas important, proposé par les membres de l'Assemblée générale, qui était de dire on veut bien faire l'effort, si on s'inscrit dans une négociation qui aboutit, faire l'effort qui constitue à payer ces 5 ans sur une période de 10 années. Et le coût des 5 ans,
estimé à peu près à 880 millions, vous assumez le fait que ce sera donc reporté sur la facture des autres, entre guillemets. C'est évidemment tout le travail à mener concernant les modalités. Je pense que ce n'est pas trahir la vérité que de dire qu'il y a un débat qui traverse l'opinion. Si c'est simplement de dire on restitue très légitimement, à travers les certificats verts, une somme dont on n'aurait jamais dû priver les investisseurs Solwat. Et si on le transfère simplement sur les épaules des autres, c'est évidemment un modèle qui est trop court par rapport à l'opinion, un modèle où il y a une partie de l'opinion qui réagit dans l'autre sens. C'est en ce sens que l'étalement sur 10 ans est intéressant et que les modalités que je proposerai le sont aussi, me semble-t-il. Et donc on devra attendre la négociation d'un nouveau gouvernement avec et donc des prochaines élections, j'ai compris, même si votre objectif est clair. Philippe Henry, 15 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous pensez, vous ? Mais écoutez, il y a eu effectivement une décision de ramener à 10 ans. J'entends le ministre-président qui est un homme habile. Et enfin, je me rappelle d'être venu ici il y a 2 ans et avoir eu un discours extrêmement volontariste de la part du MR qui allait tout changer et qui allait réinstaurer effectivement les 15 années de certificat vert. Vous sortez de 2 années de gouvernement dont vous avez la ministre-présidence, dont vous avez le ministre du budget et du climat et de l'énergie, et vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas si simple. Et parce que maintenant, vous nous dites que ça dépend de la position européenne, et en plus, vous nous dites qu'on ne sait pas très bien si c'est les autres ménages qui doivent payer, etc. C'est très difficile, je ne le cache pas, j'ai défendu une position très difficile il y a 2 ans quand je suis venu ici. Bon, mon parti est resté cohérent par rapport à cette question. Je pense qu'il faut voir ça dans la globalité, c'est-à-dire qu'il faut voir effectivement le niveau d'investissement, de risque qui a été pris, le niveau de rémunération. J'attire quand même votre attention sur le fait que lorsque le système a été créé, même dans l'arrêté du ministre Antoine initialement, cette question et pourtant j'en ai dit beaucoup de mal de la décision initiale, cette question des 15 ans et des 10 ans était déjà présente. C'était déjà présent dès le départ en disant qu'il faudra ajuster en fonction du niveau de rémunération. Il faut bien admettre que autant, d'ailleurs, comme M. Ernst l'a dit, autant à la création, au tout début, c'était très cher le photovoltaïque et qu'il y a eu de l'investissement important et le taux de rendement était bas, autant au fur et à mesure des années, avec la chute vertigineuse des panneaux, on a atteint des taux de rendement excessifs à un moment donné, pour certains en tout cas. Et donc nous nous sommes toujours retranchés derrière le fait qu'il fallait garantir les 7% de rendement pour les différents propriétaires. C'est ce qui a été fait pour Solwat au moment justement des 15 à 10 ans, c'est ce qui a été fait dans Kaliwatt, et nous défendrons toujours le fait qu'il y ait cette garantie de 7%. 7%, c'est pas rien. Ceux qui isolent leur maison pour diminuer leur consommation d'énergie, ils n'ont pas 7% de rendement. Ceux qui mettent leur argent à la banque, ils n'ont pas 7% de rendement, à moins de faire de la spéculation déjà d'un certain niveau. Donc on résume, voilà, il faut un équilibre. 10 ans avec la garantie que tout le monde a 7%. Nous défendons les 7% pour tout le monde. Monsieur Modric Amen. Monsieur Modric Amen, à vous. Oui. Alors, chers amis, on a Sur parlé... la question des 15 à 10 ans. On a parlé tout à l'heure de mauvaises séquences de la part de membres du gouvernement, des partis traditionnels. Moi, je dis surtout qu'on a joué avec la confiance des citoyens. On leur a proposé, on leur a dit 15 ans de rendement, et puis on a changé unilatéralement les règles du jeu. Et ça ne va pas, chers amis. Et je pense qu'il faut, au contraire, honorer l'engagement. Bien sûr, ça coûtera de l'argent. Bien sûr, ça coûtera 700 ou 800 millions. Bien sûr, il y a des modalités. Mais je pense que lorsqu'on est enfant, on vous dit il faut respecter la parole donnée. Lorsqu'on est juriste, je suis juriste, on vous apprend que les contrats sont contraignants, vous lit. Lorsqu'on est un politique, eh bien, on attend du politique de faire ce qu'il a dit. Alors moi, j'ai l'impression, M. Boursier, avoir attendu, c'est que vous dites chaque année que vous allez faire, mais il serait temps que vous fassiez ce que vous avez dit que vous alliez faire aussi. Voilà. Monsieur Boursier, vous reparlerez à la fin, sinon on ne va pas s'en sortir. Et en ce qui nous concerne, c'est très clair. En faveur des 15 ans. Petite parenthèse, on l'a abordé tout à l'heure, et donc le Conseil d'État, qui a dû trancher sur cette décision, a jugé que la baisse à 10 ans n'était, je cite parce que j'ai pris les petits copions avant de venir, ni injustifiée ni disproportionnée. Elle tend à remédier aux effets jugés indésirables du point de vue de l'intérêt général, ce qui peut évidemment être contesté, c'est ce que vous faites. Et donc il y a une décision de justice. Pour être très clair, d'un point de vue juridique, je pense que le gouvernement peut toujours revenir sur une décision, mais que d'un point de vue moral,
au regard de la confiance qui a été gagnée auprès des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de citoyens wallons, c'est inacceptable de revoir les modalités après 10 ans. Voilà. Germain Muguemagango, chez vous, le PTB, 15-10 ans, vous avez un avis clair sur la question, on l'écoute. Bah, d'abord, on m'entend là, ça va? Je crois. Oui, Oui. Bah, d'abord, bonjour et vraiment content d'être parmi vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir ici, et donc pour ça je vous en remercie. Et je dois dire que je suis vraiment impressionné, parce qu'à l'époque où on entend que les gens ne se mobilisent pas, que c'est dur de mobiliser les gens sur une question particulière, bah, vous voir aussi nombreux aujourd'hui, c'est assez impressionnant, et je pense que le gouvernement wallon, ou toute politique qui se respecte, ne peut que respecter cette mobilisation. Donc pour ça, vraiment bravo. Alors sur la question 10 ans ou 15 ans, mais pour moi c'est clair que, j'ai discuté avec certains d'entre vous tout à l'heure pendant la pause et encore avant quand je suis arrivé, ce dont le monde politique doit se rendre compte, c'est que beaucoup de gens comptaient sur cette somme. Donc pour des gens, ça fait 5 000 € par an, 3 000 € par an, 4 000 € par an. Donc les gens comptaient dessus pour éventuellement continuer à investir, comptaient dessus pour continuer à assumer leur logement. Et donc dans ce sens-là, il est impossible pour la majorité des gens, évidemment, de faire face à une perte sèche de 15 000, 20 000 €. Et donc dans ce sens-là, on doit trouver une solution qui permet effectivement de souscrire à cette promesse de 15 ans. Donc pour nous, ça c'est assez clair. Et le second élément, c'est que ici, on doit quand même bien se rendre compte que devant l'urgence climatique et sociale devant laquelle on est, le gouvernement wallon devrait estimer que les 150 000 personnes qui détiennent des panneaux photovoltaïques sont des alliés pour atteindre les objectifs qu'on doit atteindre en termes de protection environnementale et en termes de récupération de l'énergie. Et donc dans ce sens-là, moi je ne comprends pas que le gouvernement wallon ne considère pas qu'il doit les soutenir au lieu justement d'attaquer leur niveau de vie ou au lieu de les affaiblir. Donc pour moi c'est clair, il faut qu'à un moment donné, la promesse qui a été faite soit tenue. On est à 15 ans aussi pour le PTB. Au CDH, est-ce que c'est vous qui avez fait le blocage au sein du gouvernement wallon pour réaliser ou exaucer les vœux que Willy Boursu a répétés à plusieurs reprises? Ou alors est-ce que le CDH est pour les 15 ans aussi et attend simplement cette décision européenne qui doit tomber? La position du CDH n'est pas neuve, c'est qu'il y a plusieurs promesses qui ont été dites ou en tout cas entendues, et pour nous la promesse cardinale est la même que pour Philippe Henry, c'est les 7%. Si les 7% ne sont pas garantis pour certains et que pour ces cas-là il faut revenir à 15, il faudra alors pour cela revenir à 15. Est-ce que pour la cause il faut le faire pour tout le monde? Avec M. Boursu, on se parle et on n'arrive pas, non seulement vu les circonstances... Un peu de respect s'il vous plaît. Merci, un peu de calme. On n'arrive pas, ni M. Boursu et ses ministres, ni nous, à avoir une position définitive aujourd'hui. Donc clairement, ce sera pour le prochain gouvernement. On ne sait pas faire autrement. Ceci étant dit, Monsieur Drez, allez, j'ai exprimé à la première question les regrets sur le fait que le dossier était peut-être mal né. Il était mal né. Dans d'autres pays, il y a davantage de panneaux installés, il y a moins de conflits et il n'y a pas d'assemblée comme ici. Donc évidemment que la source, elle vient des gouvernements précédents. Il n'y a pas de doute là-dessus. S'il vous plaît, ça va être compliqué de faire un débat si tout le monde intervient. Si vous croyez que le CDH tout seul bloque le MR sur ce dossier ici, vous n'avez pas compris, mais vous n'êtes pas dans le gouvernement. L'enjeu du dossier. M. Boursu a été prudent dans son expression. Il a été prudent dans son expression. Il n'a jamais dit, et je ne pense pas qu'il l'aurait dit, et ce n'est en tout cas pas vrai, que c'est le CDH qui l'empêche de passer à 15 ans. Ce n'est pas ça l'idée. S'il vous plaît. À 3300, c'est pas possible de débattre, donc on va essayer de le faire à 7 calmement. Merci beaucoup. On continue. Un petit mot bref, Monsieur Puget, ou Monsieur Peinartz d'abord, excusez-moi. En bref, dans le programme ici, vu que ça doit se discuter potentiellement aux prochaines élections, défi qui n'a pas encore d'élu au Parlement wallon, mais qui pourrait en avoir. 15 ans, 10 ans? Bonjour à tous. Alors, clairement 15 ans. 15 ans, simplement parce qu'on ne peut pas tenir des promesses. Voilà. Si on ne tient pas ses promesses, ça ne va pas. Voilà, un contrat, c'est un contrat, tout à fait, monsieur. Quand j'entends que, dès le départ, on savait qu'on allait passer de 15 ans à 10 ans, je trouve ça scandaleux. Il faut avoir le courage d'être juste par rapport aux gens. Je ne considère pas les détenteurs de panneaux photovoltaïques comme des investisseurs, mais comme des personnes qui ont investi dans leur
dans le photovoltaïque par rapport à leurs besoins énergétiques. Et je trouve ça complètement honteux de revenir en arrière. C'est clair. Monsieur Puget, en 1 minute. Je recommencerai par vous la fin. Je suis André-Pierre Puget, je suis le représentant d'Élise Destec. Monsieur n'était pas informé. Je l'ai dit clairement. Donc voilà. Et donc, effectivement, vous avez été les premiers à croire au photovoltaïque. On vous a demandé d'investir. Vous avez investi, vous vous êtes endetté. Et puis, on change les règles, ce qui est totalement scandaleux. Moi, j'ai des amis personnels qui se sont retrouvés dans les problèmes avec toutes ces règles qui changent. Et il y a encore d'autres règles qui vont changer, on va en parler tout à l'heure. Et j'estime que la moindre des choses de la part d'un gouvernement et d'un parlement, c'est de respecter sa parole et certainement de respecter les citoyens. Pour nous, c'est 15 ans, bien évidemment. On passe à un deuxième dossier pour lequel je ne vais pas faire un tour de table parce qu'il est moins, me semble-t-il, polémique. On arrive dans un troisième temps à tarif prosumer. Mais je voudrais juste poser une question, cette fois-ci à Philippe Henry. En tant que groupe d'opposition, j'aurais voulu la poser également au PS, mais qui n'est pas là. Philippe Henry, sur le décret dont on a parlé 20 minutes tout à l'heure des micro-réseaux, où là, il est déposé, il y a un accord entre le PS et le CDH. Est-ce qu'Ecolo peut suivre sur ce décret-là d'autoconsommation collective ou pas? Juste brièvement, votre point de vue sur ce écoutez, décret. pour l'instant, on ne sait plus très bien ce qu'il en est de la majorité wallonne et du Parlement, mais en ce qui nous concerne, nous espérons bien qu'il sera possible encore de travailler, Monsieur le Ministre-Président, nous vous l'avons dit d'ailleurs. Donc nous espérons bien qu'il y aura un programme de travail pour les prochaines semaines, et je pense que ce décret, il serait très positif qu'il en fasse partie. Alors, je vais quand même dire un tout petit mot en plus, donc j'ai un a priori positif sur ce texte. Bien entendu, il y a besoin d'en discuter précisément et de poser des questions aussi, mais on a un a priori positif. Mais je voudrais aussi dire pour ma part que d'une certaine façon, je considère que c'est un peu aussi l'échec des gestionnaires de réseau. C'est-à-dire que je pense que c'est dommage de devoir absolument envisager des réseaux fermés, séparés, pour développer des initiatives énergétiques et des communautés. Je pense que les gestionnaires de réseau auraient dû prendre plus d'initiatives plus tôt pour le faire aussi en meilleure intégration. Parce qu'évidemment, le risque, et ça, c'est là qu'il y aura des points à discuter, c'est qu'on éclate complètement le réseau et qu'on ait évidemment une plus grande difficulté encore alors à organiser l'équilibrage général et à financer le réseau. Donc j'ai un appris positif dans la situation, mais je pense que les gestionnaires de réseau auraient dû anticiper beaucoup cette situation. Je passe au deuxième gros sujet chaud d'actualité, c'est ce fameux tarif prosumer, tarif réseau. Donc vous l'avez compris, l'idée de la Coap qui traîne ça depuis, donc du régulateur depuis plusieurs années, c'est de faire en sorte que les gens qui ont des détenteurs de panneaux solaires auront demain un tarif de réseau qui sera calculé différemment, ce qui va augmenter de façon assez nette pour certains les frais de réseau pour les gens qui ont des panneaux. On parle d'un coût total de 59 millions, c'est-à-dire que l'ensemble des détenteurs de panneaux cotiseront 59 millions en plus par an pour ce fameux tarif. Il devait entrer en vigueur le 1er janvier 2020. Et puis, un peu à la surprise générale, le gouvernement actuel, donc MRCDH, toujours en gouvernement, même si au Parlement c'est un peu plus compliqué, a proposé une nouvelle mesure, c'est d'exonérer de ce tarif toutes les personnes qui ont déjà des panneaux aujourd'hui et qui en auraient jusqu'au 1er juillet 2019. Et donc ce tarif ne sera applicable qu'aux nouveaux. Donc ça c'était le projet. Bon, il y avait a priori une majorité pour le voter, il n'y en a plus. Je vais commencer... Je ne sais pas par qui. Allez, par Willy Boursu, c'est vous qui allez quand même nous dire si ce projet est aujourd'hui encore dans les cartons du gouvernement. Est-ce qu'il a une quelconque chance de passer ou est-ce que c'est juste mort suite à la défection, on en parlait tout à l'heure, de Patricia Potini? Non, le dossier est toujours bien à l'ordre du jour du Parlement. C'est la traduction de ce que j'ai indiqué il y a quelques instants. Il n'est pas question de changer les règles après coup, de revenir sur ce qui était convenu avec les gens. Ce que nous avons fait, on s'est donc emparé de ce texte qui permettait la taxation des prosumers, quel que soit le moment de leur installation, et ceci, quelle que soit aussi la période pour l'avenir, pour le passé et la durée de celle-ci. Mais vous avez une majorité alternative pour la voter 2 minutes. Donc nous avons pris nos responsabilités en disant, voilà, cette règle, elle concerne l'avenir, elle concerne une forme de rémunération du réseau pour celles et ceux qui vont installer effectivement à partir du 1er juillet 2019. Je pense qu'à ce stade, il y a, me semble-t-il, d'après ce que j'entends, il y a une majorité pour examiner ce texte et je pense une majorité pour voter ce texte au Parlement. Mais je dois dire que votre Assemblée générale
se passe à un moment qui est magnifiquement opportun de ce point de vue-là, puisque mes collègues vont avoir l'occasion, devant vous, de vous indiquer si oui ou non ils appliqueront dans ce texte la non-rétroactivité. Juste pour que vous m'aidiez. Premier d'entre eux, là. Pour que vous m'aidiez à savoir quels sont les collègues qui sont prêts à voter avec vous, quand vous dites qu'il y a potentiellement une majorité, bon, j'en déduis peut-être très brièvement, M. Dresse, vous êtes toujours d'accord de le faire passer, ce texte, a priori. L'option que M. Borsu vient d'évoquer est une option MR-CDH. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est d'accord. Donc il reste, je vais donner la parole à ceux qui ont des élus au Parlement. Monsieur Modric-Hamel, je suis désolé, comme Monsieur Puget a changé de casquette. Par contre, vous siégez aujourd'hui en tant qu'indépendant. Vous pouvez donc être faire l'équilibre, en somme, faire basculer le texte du côté du vote. Est-ce que vous allez donc voter, Monsieur Puget, ce tarif prosumeur, cette exonération du tarif prosumeur pour les gens qui mettent des panneaux à partir de juillet 2019? Voilà. Donc je suis André-Pierre Puget, je suis le représentant d'Élise Destex, parce que je pense que vous avez difficile de le dire. Donc vous êtes indépendant, effectivement. Nous avons regardé ce texte, je l'ai suivi, et effectivement, si il est bien indiqué dans le texte que l'on exonère les 160 000 personnes qui ont déjà installé des panneaux photovoltaïques et que c'est pour l'avenir à partir du 1er juillet 2019, nous soutiendrons le texte, nous le voterons positivement dans ces conditions, uniquement dans ces conditions. Le nous étant vous et Madame Cottigny, vous parlez là au nom des futurs listes. Je parle au nom d'Élise Destex, Madame Cottigny est inclus. Monsieur Henry, dites-nous. Il y a déjà une majorité, sauf que j'ai entendu dire, par exemple, Jean-Luc Cruc, si je ne dis pas de bêtises, j'ai entendu Jean-Luc Cruc dire que le MR et CDH ne mendiront pas auprès des listes de ce texte pour avoir la majorité, mais compteront plutôt sur des partenaires que pourraient être le PS et Écolo. Je suis député, j'ai le droit d'exercer mon vote. Vous avez tout à fait le droit. Que le MR et le CDH ne m'ont pas demandé de soutenir le vote. C'est une décision que nous avons prise nous-mêmes en âme et conscience. Par la voix de Jean-Luc Cruc, a dit qu'il préférait... On ne lui a rien demandé. Le MR a dit qu'il préférait une majorité avec le PS qui n'est pas là. Et Écolo, qu'est-ce qu'il en pense, Écolo, de cette exonération tarifaire? Alors, la première chose, c'est de savoir si effectivement un texte nous sera soumis, puisque tous les travaux pour l'instant ont été suspendus. Nous ne connaissons pas la suite. Deuxième chose... Oui, mais... S'il est soumis. Non, le texte est toujours factuellement, le texte est toujours au Conseil d'État et n'est pas encore revenu, c'est correct. Il n'est pas encore revenu, la majorité par ailleurs pour l'instant n'existe plus, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Premier élément. Deuxième élément, je pense que c'est prendre le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire que pour les prosumers, le problème n'est pas le principe du tarif d'injection. Le problème, c'est le tarif. Et la question vers laquelle nous devrions tous aller pour le futur, et là je pense qu'il y a effectivement un souci dans l'immédiat, et d'ailleurs j'ai bien entendu tout à l'heure ce qui a été dit notamment sur les deux alternatives, quand on a un compteur communicant, quand on n'en a pas, mais qu'en fait on n'en a pas, donc on n'a pas l'alternative. Il y a visiblement dans l'immédiat des soucis et des questions à poser autour de ça, mais à plus long terme, je pense qu'il faut se dire que ce qu'il faut, c'est avoir un tarif qui va varier selon les heures pour la consommation, c'est-à-dire que quand vous prenez de l'électricité sur le réseau, au moment où tout le monde en prend, elle sera plus chère que si vous le prenez au moment où peu de personnes en prennent. Et de la même façon pour la production, si vous réinjectez sur le réseau de l'électricité au moment où tout le monde en a besoin, vous devriez être rémunéré pour ça. Et donc vous pouvez même avoir un tarif positif. Et donc je pense que c'est ça la discussion. S'il vous plaît. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à dire ça. C'est une proposition qui est tout à fait différente de la version du tarif prosumer actuel, mais qui répond donc qui encouragerait l'autoconsommation d'un côté et qui rémunérerait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les personnes qui produisent trop d'électricité pour qu'elles la réinjectent sur le réseau. Si je résume, c'est ça que vous proposez. Je pense qu'à terme, on n'entend pas ce que vous dites, vous savez, vous pouvez crier, mais ça ne sert à rien, on ne comprend pas. Il est clair que... S'il vous plaît. C'est compliqué, je pense qu'à terme... On n'entend pas ce que vous dites en plus sur scène, donc ça ne sert vraiment à rien. Je crois que le problème... Oui, répondez à la question, c'est important, évidemment. Je pense que... Donc, je veux bien répondre à la question, je crois avoir commencé d'y répondre. Oui. Allez, c'est assez simple, le texte est au Parlement, c'est oui ou c'est non. En l'état, s'il vous plaît, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que Écolo est pour une réforme tarifaire et pour un nouveau tarif, mais pas pour une exonération du tarif prosumer en l'état. C'est-à-dire non. Nous avons beaucoup de questions, nous sommes prêts à discuter en l'état.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'est pas pour après pour l'opposition? Écoutez, si vous ne souhaitez pas entendre les explications, la réponse est simple. En l'état, c'est non. Voilà. Alors je ne discute plus. Et Monsieur Kounas, On va laisser Damien Ernst synthétiser sur le tarif prosumer. il y a quand même quelque chose que j'aimerais bien préciser ici. Donc la tarifique, bon, c'est comme ça que c'est organisé. Le MR, le CDH, personne ne sait rien y faire. La compétence tarifaire est une compétence de la COAP, Ben oui, qui est notre mais bien régulateur entendu, wallon. Moi, je vous parie 9 chances sur 10 que même si le décret est voté, la COAP va aller en recours en cassation et je pense qu'elle va gagner en cassation. Maintenant, et donc ça veut dire que la COAP va aller en recours contre le décret qui serait peut-être voté au Parlement. Et alors, ça veut dire que si la COAP gagne, vous payez votre tarif d'injection, même si le gouvernement ou le Parlement a voté que vous ne le payez pas. C'est ça. Et donc c'est pour ça que je veux dire, faites quand même très attention. Si vous avez des amis et vous leur dites « Oh, investis dans des nouveaux panneaux photovoltaïques avant juillet, parce qu'avant juillet, tu vas éviter de payer ce tarif d'injection, hein, s'ils sont installés là. » Je pense qu'ils risquent d'avoir une mauvaise surprise par la suite, parce que, voilà, j'ai l'impression que la COAP est de sources bien informées, que la COAP va attaquer ce décret en cassation. Oui, et en l'occurrence, si je peux me permettre une parenthèse purement factuelle, il est vrai que sur le dossier en question, la COAP est loin d'être votre allié parce que c'est vrai qu'elle défend son tarif et veut le faire entrer en vigueur quoi qu'il arrive. Et comme dit Damien, elle a tendance à laisser sous-entendre, en tout cas pour l'instant, qu'elle ira en recours pour vous faire payer le tarif. Et ça, c'est la position du régulateur c'est vraiment là, à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous aurez dû inviter la COAP parce que la COAP a quand même des armes juridiques pour pouvoir y aller. Mais M. Boursu veut répondre à ça. Ouais. Oui, il faut qu'on avance, sinon on ne pourra pas parler du futur. Oui, juste un mot par rapport à ça. 5 secondes. La COAP est indépendante, donc personne ne peut lui indiquer ce qu'elle peut ou ne pas faire. C'est évident. Et la remarque du professeur Ernst s'il vous plaît. est de ce point de vue-là tout à fait fondée. Mais deux, le gouvernement ne se laissera pas faire, en ce sens qu'il va défendre la non-rétroactivité de cette disposition. Avec cette situation, on va devenir dans ce dossier des alliés avec TPCV et avec les prosumers. Et il y a, certainement Maître Ketels et ses collègues pourraient en discourir, mais il y a aussi toute une série de dispositions, en ce compris la directive européenne énergie renouvelable, qui donne au gouvernement non seulement des arguments, mais des éléments juridiques bétonnés. Nous ferons bataille contre la COAP si celle-ci avait la mauvaise idée d'aller à l'encontre de ce texte. Mais ce que je voulais dire aussi... On ne va pas faire le débat juridique ici. Je termine juste par ça. C'est que par ailleurs, à travers des économies et à travers des synergies entre les gestionnaires de réseaux de distribution, ORES, RESA, notre objectif est aussi de peser sur les coûts de distribution. Donc cette somme que la COAP espérait pouvoir, si je puis dire, récupérer et distribuer dans l'investissement des réseaux, etc., c'est une somme qu'on peut mobiliser à travers de l'efficacité dans la gestion des réseaux, à travers les synergies entre ORES, RESA et d'autres dispositions encore. Donc, je vous coupe parce que c'est un autre débat. Aussi important. Les synergies, les GRD, etc. Il me semble que c'est un autre débat collectif et intéressant, mais qui n'est pas le débat du jour. On avance parce que le temps presse et qu'on doit libérer la salle. On voudrait quand même parler du futur. Je vais commencer à aller à gauche cette fois-ci par le PTB, par exemple. Dans votre programme, par exemple, dans le programme de campagne, il reste 2 bons mois. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour les gens qui sont ici, pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques ou pour ceux qui voudraient peut-être en installer demain? Est-ce qu'il y a une mesure phare du PTB? Est-ce qu'il y a une vision claire sur la question des énergies? Clairement, nous, justement, c'était aussi un peu le propos de ma première intervention. Nous, on veut évidemment encourager la production d'énergie alternative. Donc la région wallonne, M. Boursu le sait, tout le monde le sait ici sans doute, a des objectifs importants. Ils veulent arriver aux alentours de 2030 à 26%, à 40% de production d'énergie alternative sur base d'énergie renouvelable, et on en est vraiment loin. En 2016, on était à 14%. Et même des études de la WWF ou de Greenpeace disent qu'on devrait être en fait à 60% en 2030. Donc dans ce sens-là, l'input principal, c'est de soutenir effectivement toute une série d'acteurs qui peuvent produire de l'énergie. Et soutenir comment? Avec un soutien financier? C'est d'abord, et on l'a vu je pense, avoir un cadre légal qui est stable, un cadre légal qui est rassurant et qui est incitant, ça c'est un élément. Et l'autre élément, c'est de voir quel est le rôle des gros producteurs. C'est pas à vous que je dois dire que, par exemple, Electrabel a transféré à GDF Suez 1,6 milliard d'euros
de dividendes. Donc c'est là, à mon avis, qu'on doit aller prendre l'argent, notamment pour gérer les réseaux. Et c'est là qu'on doit aussi aller prendre l'argent pour offrir, évidemment, un cadre incitatoire financier rassurant pour les gens. Monsieur Modric Amen, vous, dans votre programme, qu'est-ce que le Parti populaire propose? Je ne sais pas, sur la thématique du renouvelable, du développement, des compteurs intelligents, peut-être aussi, dont on parle beaucoup, dont on a un peu parlé dans la première partie. Alors, si vous me permettez un peu d'élargir le débat, d'abord, je voulais le dire tout à l'heure, je voulais vous dire à tous combien je trouve que l'initiative cette ASBL est importante. Quand j'entends l'ensemble des administrateurs qui travaillent, comme ils l'ont expliqué, toute l'année gratuitement, bénévolement, je dis chapeau dans le contexte actuel et vous pouvez être très fiers de faire partie de cette ASBL. La deuxième chose, je voudrais revenir brièvement. Faites un peu de drague, hein, là. Non. Parlez du programme. Attendez. Ça mérite parce que dans le cadre du renouvelable, il y a tellement d'argent qui va vers le renouvelable industriel, tellement de lobbies qui gagnent beaucoup d'argent. Et je crois que le fait qu'il y ait justement des citoyens qui défendent des dizaines de milliers d'autres citoyens ordinaires et qui le font gratuitement. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire, traiter 75 000, 100 000 messages chaque année? Bravo en tout cas à ceux qui le font. Ça c'est mon message et c'est pas de la démagogie. Alors, deuxième chose... S'il vous plaît. Deuxième chose... Sur le programme, parce que le temps presse. Deuxième chose, je vois beaucoup de parallèles à ce qui s'est passé il y a 10 ans avec Fortis, où on a aussi trompé les gens, et où c'était tellement important de se fédérer comme on l'a fait ici avec les certificats verts. Alors, sur le programme et maintenant ce qu'il importe de faire, nous pensons que la transition énergétique maintenant, sans le nucléaire, elle est impayable. Elle est impayable et elle est infaisable pour une raison très simple, c'est que le renouvelable avec les éoliennes et également le solaire, il est intermittent. Qui dit intermittent signifie qu'il faut des centrales gaz-vapeur qui émettent du CO2. Et donc, nous pensons au Parti populaire que la première chose à faire, c'est de prolonger, moyennant les investissements qui s'imposent, les centrales nucléaires de 10, 15, voire 20 ans. Non, vous élargissez et ce n'est peut-être pas populaire, mais je crois que beaucoup d'entre vous seraient très étonnés si on avait le blackout les années qui viennent et qu'on se retrouvait non pas avec des problèmes de coût de l'énergie, mais avec des problèmes tout simplement d'énergie présente ou pas. Et donc, de ce côté-là, je vous l'ai dit, il n'y a pas de langue de bois chez nous. Pour nous, l'essentiel, c'est l'intérêt citoyen. Et donc, proposition phare donc, du PP, prolonger c'est en tout cas les réacteurs nucléaires. La prolongation, et j'espère qu'à terme, il y aura des moyens techniques qui permettront de pérenniser également le renouvelable à des conditions acceptables. L'idée des réseaux tout à l'heure est évidemment une piste, des mini-réseaux est une piste. Et bien sûr, la venue de batteries qui permettront de stocker l'énergie au niveau des maisons est certainement une avancée importante. Telle est la vision du Parti populaire pour les années qui viennent. Allez, voilà. Je passe à défi peut-être. Donc on élargit le débat très loin là, avec la prolongation des centrales nucléaires, mais c'est évidemment un thème important dans la campagne qui arrive. Mais peut-être pour les gens qui sont ici, pour le photovoltaïque, résidentiel, le renouvelable, Monsieur Peinartz, qu'est-ce que vous proposez pour remettre peut-être de la sérénité un peu dans ce débat qui en a besoin pour pouvoir avancer, écrire une nouvelle page plus sereine, voilà, de l'histoire wallonne renouvelable. Quelles sont les propositions de défi en ce sens ? Je pense que la plus importante, c'est respecter les paroles données, donc soutenir évidemment ceux qui ont eu le courage d'investir dans l'énergie verte. Ça, c'est la première chose. Être juste avec les gens, respecter donc les acquis. Ça, c'est la première chose. Maintenant, par rapport aux nouvelles installations, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de soutenir massivement, en tout cas le renouvelable, pour, excusez-moi, mais sortir justement au plus vite, je dirais, du nucléaire, avancer vers l'avenir de toute façon, et n'oublions pas que, moi c'est ma source de production, ma préférée, étant un ancien du photovoltaïque. Le photovoltaïque est pour moi vraiment une source de production qu'il faut vraiment, vraiment soutenir, pour la bonne raison que,
elle est recyclable quand même quasiment à 100% au niveau on le soutient plus des composants. Avec résidentiel, hein, et il me semble non, que mais on peut soutenir de façon différente. Donc soutenir les gens qui veulent investir dans cette énergie via des crédits bas, via voilà, des soutiens aussi au niveau garantie de la région wallonne par rapport à ça. Voilà. Monsieur Puget, vous, quelle est la proposition phare? Faisons simple, pour vous qui serez candidat sur les listes de STEX donc lors des prochaines élections. Sur le renouvelable, précisément, peut-être sur les compteurs intelligents. Voilà, aussi. donc je pense que la première chose à faire, c'est redonner confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, entre le citoyen et le monde politique, parce que les gens ne vont pas investir dans le renouvelable s'ils n'ont pas confiance en le politique, s'ils n'ont pas confiance dans les textes qui sont proposés, s'il n'y a pas des garanties pour l'avenir. Donc ça, c'est la première chose très importante. Aujourd'hui, nous avons un exemple comme quoi certains politiques reviennent sur leurs paroles, c'est totalement scandaleux, et donc il faut d'abord donner confiance. Il n'y a pas que le photovoltaïque, donc nous sommes pour le mix énergétique, donc il y a plusieurs sources de renouvelables. Il n'y a pas que le panneau photovoltaïque, mais ça doit en faire partie, et c'est évidemment le secteur le plus important aujourd'hui en Wallonie, on le voit ici, avec les milliers de personnes, les centaines de milliers de personnes qui ont investi dans cette voie, et donc il faut soutenir le secteur du renouvelable, mais le mix énergétique, on ne peut pas non plus supprimer les sources d'approvisionnement énergétique et les fournisseurs, enfin les outils de fourniture d'électricité aujourd'hui du jour au lendemain. Il faudra du temps. Et donc pour ça, nous voulons aussi que les centrales nucléaires perdurent pour un certain laps de temps, mais à terme, évidemment, les supprimer. Mais pour cela, il faut garantir un approvisionnement sûr et certain par le renouvelable et certainement par vous, par les citoyens qui s'investissent dans le renouvelable. Il faut les soutenir et surtout, garder sa parole, c'est le plus important. Merci. Allez, parce que le temps presse et on doit libérer la salle. Je suis en train de me faire tirer les bretelles, mais je donne la parole aux trois derniers. Peut-être, j'aimerais vraiment bien avoir une position aussi, parce que c'est un débat sur le futur. On a d'ailleurs entendu Régis François, me semble-t-il, tout à l'heure, le président, dire qu'il était contre le développement massif, le déploiement massif des compteurs intelligents. Au CDH, peut-être, Monsieur Drez, sur la question du développement, parce que développer les renouvelables, il me semble que ça fait un consensus, enfin, je l'entends un peu partout. Développer les compteurs intelligents, les déployer là-dessus, ça fait partie des propositions du CDH ou pas? Oui, les compteurs communicants sont des outils absolument indispensables et le système qu'on a aujourd'hui est un système totalement dépassé. Dans toutes nos applications de la vie de tous les jours, on a des informations quasi en temps réel et au niveau de la consommation électrique, on a un relevé une fois par an, ça n'a plus de sens sur le plan technologique, c'est tout à fait indispensable. Pourquoi? Parce que notre autoconsommation, je dis nous parce que j'ai des panneaux aussi, elle est beaucoup trop faible. Les échanges avec les réseaux sont beaucoup trop importants et perturbent le réseau quand on a des panneaux à grande échelle et on doit demain avoir beaucoup plus de panneaux encore qu'aujourd'hui. Donc c'est indispensable d'augmenter notre autoconsommation et pour ça, elle doit être gérée par un outil technologique. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire que on doit nécessairement, au niveau des tarifs, vous pénaliser. Les tarifs, c'est autre chose. Nous avons déposé en tant que CDH une résolution au mois de mai 2017. Un des éléments de la résolution, c'est que les compteurs communicants doivent être fournis gratuitement. On ne doit pas pénaliser quelqu'un parce que, par exemple, si on décidait que les prosumers devaient être prioritaires pour avoir des compteurs communicants, en plus dire que c'est à leur charge et pas à la charge des autres. Ce sera payé seulement dire pour par la terminer, une petite chose pour terminer. Le réchauffement climatique, pour ceux qui en ont conscience, est une telle menace sur l'humanité qu'il faut une union sacrée pour lutter contre ce réchauffement climatique. Après les élections, il y a les débats avant, mais après les élections, les partis doivent s'accorder pour faire du réchauffement climatique la colonne vertébrale des accords de gouvernement à tous les niveaux, et ça passe nécessairement par un soutien massif aux renouvelables. Philippe Henry, en très bref, parce qu'avec M. Boursu, vous êtes un peu en avance sur le temps de parole, une question un peu polémique pour la campagne future. Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire le soutien à certaines filiales renouvelables parce que justement elles sont matures et que pour les développer, il faut peut-être les laisser vivre de leurs propres ailes? Je pense plutôt à l'éolien qu'au photovoltaïque ici. Qu'est-ce que vous en pensez de ça chez Écolo? Ça doit être calculé. Il faut simplement que le soutien soit déterminé et évolutif en fonction d'un rendement. Ça a été déjà fait pour partie. Il faudra continuer parce que les prix changent. Et donc, année après année, il faut refaire les calculs et garantir un soutien des pouvoirs publics tant qu'il est nécessaire, mais en restant raisonnable. C'est pour ça qu'on a
on s'est toujours focalisé sur le 7% de rendement, notamment pour le photovoltaïque, et ça va encore évoluer, et à terme, il est souhaitable qu'il n'y ait plus de soutien, bien entendu, et que ce soit en tant que tel quelque chose qui fonctionne tout seul. Mais ce que nous voudrions aussi, c'est qu'on soutienne les coopératives citoyennes pour avoir des projets collectifs et qu'il y ait effectivement, ce qui n'est plus du tout fait pour l'instant, pour qu'il y ait un investissement massif encore plus général, pas uniquement individuellement chacun chez soi, mais aussi des projets plus collectifs. Via les coopératives, par exemple. Notamment via les coopératives. Oui. Ok. Et Monsieur Borsu, réduire le soutien, par exemple, à l'éolien terrestre, dont on entend de plus en plus qu'il serait un peu trop chouchouté. Ça peut pas être une des pistes de campagne ou c'est complètement inaudible? On peut pas tenir ce genre de discours aujourd'hui. Le décret préparé par Jean-Luc Ruck prévoit déjà des modalisations du soutien aux différentes filières, c'est-à-dire des niveaux de soutien qui sont différents, des objectifs qui sont réactualisés et aussi une mécanique pour pouvoir, à l'avenir, adapter les soutiens en fonction de la maturité des filières. Et c'est suffisant. Je rappelle que ce sont des dispositions qui valent pour l'avenir et pas pour le passé. Mais de façon générale, on propose un véritable Green Deal, c'est-à-dire une série de mesures qui vont à la fois permettre